Ça. Stella, je vais vous inviter immédiatement à venir. On a une après-midi de débat. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse dialoguer le plus possible ensemble. Des débats qu'on va nourrir d'éléments de contenu. Vous avez eu ce document, hein, s'engager dans de nouveaux modèles d'aménagement. C'est finalement le titre de la rencontre de cet après-midi. Mais vous allez nous raconter ce qu'il y a là-dedans. Ce qui ne vous empêchera pas d'ailleurs de lire hein, le document qui est dans toutes vos pochettes. Bonjour. Alors, on a décidé de changer un peu le format du jeudi après-midi. On compte sur vous pour ne pas dormir puisqu'on revient du déjeuner. Et on va essayer de vous animer ce début d'après-midi en plusieurs temps. On va d'abord vous présenter les enseignements de l'étude. On va vous présenter les enseignements de l'étude qu'on vous a mis dans la petite pochette puisque vous n'avez pas encore eu le temps évidemment d'en prendre connaissance. L'objectif, ce sera que vous puissiez réagir à ce qu'on vous a produit et que vous puissiez nous dire si ça vous parle, qu'est-ce qui vous manque et quels sont les sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on continue à travailler. Vous verrez ensuite les représentants de l'ADEME et du Shift Project qui vont vous montrer des scénarios de transition, des transitions notamment carbone, mais pas que. Et qui vont vous montrer en fait tous les leviers que vous avez en main en tant qu'élu et technicien qui a élaboré des SCOT. Donc avec Baptiste qui est à côté de moi, donc qui est stagiaire de Master 2 à la Sorbonne et qui a travaillé avec Emma Biaggi du Master 2 de la Sorbonne aussi et qui est devant. Ils ont, sous le pilotage de Cécile Gondard, notre collaboratrice qui est absente aujourd'hui, menée avec Jérôme Baratier qui a animé nos ateliers, les travaux qui vous seront présentés maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce travail sur s'engager dans de nouveaux modèles d'aménagement? Vous avez vu déjà ce matin le président de la fédération en a appelé à la responsabilité des élus du bloc local en disant vous avez les leviers opérationnels et les choix politiques, la stratégie territoriale dans les mains pour pouvoir vous intégrer ce nécessaire changement de modèle puisqu'on ne va plus pouvoir faire ce qu'on a fait ces 60 dernières années. Alors pourquoi cette étude? Le président vous l'a dit ce matin, on est à un moment de révolution de l'aménagement du territoire. On parle beaucoup de ZAN dans l'actualité, mais en réalité, vous avez bien d'autres sujets et défis à relever dans vos territoires. Ça a été évoqué ce matin, la transition écologique, climatique, énergétique, les enjeux de souveraineté alimentaire, la mutation du commerce, les enjeux économiques, la réindustrialisation, l'adaptation des territoires au vieillissement, l'accélération des risques, les enjeux de biodiversité, de ressources en eau. Bref, vous avez tellement de sujets sur la table que le plus simple, en fait, ce serait de presque renoncer à essayer de les régler. Et pourtant, on fait le pari à la fédération de vous dire que on trouvera la solution dans la réalité de vos territoires et dans votre vision politique pour coordonner l'ensemble de ces sujets en jeu et orienter une stratégie qui permettra le changement de trajectoire pour en fait faire autrement demain pour répondre à tous ces défis. Et donc, ce que les élus nous ont demandé dans ce moment de révolution, c'est de pouvoir redessiner les récits d'aménagement du territoire de demain, de baliser votre chemin de réflexion et pas forcément de vous apporter des réponses toutes faites, parce qu'on est dans un moment compliqué de transformation, mais au moins d'identifier les pistes principales, les sujets sur lesquels vous pouvez travailler et de vous apporter des débuts de pistes de solutions. Donc, il nous avait aussi demandé d'adapter cette étude à la réalité des territoires, à leur diversité. Et quand on a fait cet exercice dans notre atelier conclusif, en fait, on s'est rendu compte que finalement, on ne pouvait pas vraiment adapter à la diversité des territoires. Il n'y a que vous qui pouvez le faire dans vos territoires. Et on s'est dit que finalement, il fallait que vous preniez toutes les thématiques qu'on va traiter et que vous fassiez la hiérarchisation des enjeux en fonction de la réalité de ce que vous faites dans vos territoires et que vous fassiez avec plus ou moins d'intensité des travaux sur ces sujets. Et ça, il n'y a que vous, parce que vous connaissez très bien votre territoire, qui savez le faire. Et donc, comme nous, on fait du SCOT dans ce réseau, on a dressé principalement les pistes pour la planification, mais vous verrez, on va parler aussi d'urbanisme opérationnel, de vos politiques sectorielles et de vos contractualisations, parce qu'un des grands enjeux de ce qui est en train de nous arriver, c'est celui de mieux coordonner la chaîne de commandement à l'intérieur du bloc local. En fait, aujourd'hui, il y a trop de flottement entre vos trois missions, vos missions à l'échelle de la commune, quand vous êtes désigné à l'intercommunalité puis au SCOT. En fait, si on veut réussir à résoudre ces défis, il faut que la stratégie soit collective et portée, et il faut que toutes vos actions, elles permettent le changement de trajectoire qui est relatif à cette stratégie.
Donc, comment est-ce qu'on a fait cette étude? Un petit cadre méthodo très rapide. On a fait ce travail en régie, donc je vous l'ai dit, sous le pilotage de Cécile, avec nos 2 stagiaires, Emma et Baptiste, avec Jérôme Baratier. Et on a aussi voulu qu'il soit partenarial. Donc, on a invité tous les partenaires de la fédération, publics comme privés, et ils ont été nombreux à participer aux travaux. Vous retrouverez d'ailleurs la liste dans la version numérique et dans l'étude. On a fait des ateliers de travail sur des thèmes que vous retrouverez traités, synthétisés dans le document rédigé. On a voulu croiser les regards entre public et privé, mais aussi entre des acteurs qui portent des politiques sectorielles différentes. Et c'est un peu l'esprit d'ailleurs des clusters et des écosystèmes territoriaux qu'on vous engage à renforcer dans les territoires, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une identification des besoins et en fait une fertilisation des points de vue qui était très intéressante. Et puis, comme on voulait que ce qu'on vous produisait pour cette séance soit un peu qualitatif, merci. On a demandé à un comité scientifique de regarder nos travaux et de nous faire des propositions d'amélioration, de compléments. Et donc Samuel Depraz, que vous avez vu tout à l'heure, Sylvain Grisot, Jérôme Baratier, le ministère, le CEREMA, l'ADEME, etc., étaient invités à participer, l'OFB aussi. Et donc, vous trouverez la liste exhaustive aussi dans l'étude. Et donc, l'objectif, c'était de vous le présenter aujourd'hui. Alors, ça a été dit plusieurs fois par les élus. Ce qu'on vous propose, c'est choisir pour ne pas subir. Vous avez les rênes de l'avenir de vos territoires dans les mains. C'est une des compétences qui a été donnée dans le cadre de la décentralisation. C'est cette responsabilité, en fait, de mettre en œuvre les grands objectifs nationaux et régionaux et d'apporter des réponses opérationnelles pour l'avenir de vos territoires, de leurs habitants et des acteurs. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est comment vous allez prendre en main ces sujets. Et donc, on vous propose de faire face à cette révolution d'aménagement du territoire et aux enjeux de la loi climat-résilience. Donc, de ne pas essayer de contourner, de ne pas remettre en cause le débat national qui a eu lieu, parce que ça a été très bien expliqué par Patrice Valentin ce matin. Les objectifs derrière ces sujets, ils sont très importants pour la survie de notre espèce, et puis pour le cadre de vie qui sera le nôtre. Et on le voit aujourd'hui, comme on souffre de la chaleur, on n'a pas trop envie que ça continue à s'accentuer, au moins pour nous et pour les générations futures. Alors, on vous rappelle, il y a 2 horizons connus qui ont été fixés par la loi de manière très claire et qui se renforcent en termes d'enjeux. C'est zéro artificialisation nette à 2050. Donc, vous devez être ZAN, mais vous devez aussi être ZEN, puisque vous devez faire aussi la stratégie zéro émission à 2050, la stratégie bas carbone. Donc, puisque ces horizons sont connus, cet horizon, ce n'est pas la solution. C'est l'objectif que vous devez atteindre et donc la solution, en fait, le chemin à emprunter, c'est vous qui allez choisir quelles options, quelles réalités de territoire vous allez mettre en valeur et vous avez les leviers politiques pour construire la destinée. Et ce qu'on vous rappelle sur le début de la diapositive à gauche, c'est ce qui vous a été expliqué aussi très bien ce matin par Sébastien Maire, c'est qu'on est dans un contexte de limite planétaire et vous le retrouverez dans le document qu'on vous a imprimé. Et on vient de dépasser la 6e et c'est l'eau douce. Et on ne peut a priori plus continuer à dépasser toutes nos limites parce qu'effectivement, c'est une question d'équilibre et de survie pour nos territoires et nos populations. Donc, je vais passer la parole à Baptiste qui va... Et donc, pour identifier les leviers d'action des élus du bloc local et le chemin qu'ils souhaitent emprunter, il va falloir repenser le projet de territoire, ça a été rappelé ce matin, et s'assurer qu'il permet bien ce changement de trajectoire pour ensuite le décliner de manière opérationnelle à travers 4 niveaux, que sont la stratégie politique du territoire avec les SCOT, avec la stratégie opérationnelle, donc avec les PLU et PLUI des communes et intercommunalités, les politiques sectorielles des intercommunalités et enfin la contractualisation avec que ce soit les départements, les régions ou l'État. Et donc pour cela, dans l'étude, on vous propose de commencer à agir dès maintenant et d'engager une réflexion sur le long terme. Nous vous proposerons dans un premier temps une liste d'actions à réaliser à court terme. Donc, je vais vous citer quelques exemples, mais qui ne sont pas exhaustifs puisque vous retrouverez toute une liste d'actions classées par thématique dans l'étude. Donc, par exemple, et c'est ce que vous pouvez voir sur la diapositive, on vous propose de calibrer, de partager et mobiliser l'ingénierie des services des 3 niveaux du bloc local pour commencer dès maintenant à construire la connaissance et les données
qui permettront par la suite de réviser et de réaliser les documents de planification, puisque, pour rappel, les SCOT devront être révisés d'ici 2026 et les PLU et PLUI d'ici 2027. Nous vous proposons également d'évaluer très rapidement le parc de logements pour identifier les bâtiments qui sont concernés par les étiquettes énergétiques F et G, qui devront faire l'objet d'une réhabilitation énergétique, puisque, pour rappel, sous peine, ils ne pourront plus être loués d'ici 2028. Et donc, on peut passer à la diapositive suivante. Et donc, à travers cette étude, on vous propose véritablement, ça a déjà été rappelé ce matin, mais de transformer la contrainte législative en opportunité politique pour réenchanter l'exercice d'aménagement du territoire. Et donc, pour réenchanter cet exercice, nous vous proposons de créer ce qu'on a appelé des clusters territoriaux. Et vous allez me dire comment. En s'appuyant sur les compétences de tous les acteurs des territoires, qu'ils soient publics ou privés, en mobilisant l'ingénierie, tout en se concertant bien sûr avec les habitants, et on aura l'occasion de revenir sur ce point par la suite. Et donc pour arriver à cela, dans un second temps, après cette première liste d'actions, on a travaillé sur 5 axes que nous avons déterminés de manière collective durant des ateliers avec des partenaires publics et privés qui sont présentés à la fin de l'étude. Et donc ces 5 axes, ils concernent tout d'abord les besoins d'un territoire. On propose de revoir la manière dont on va identifier les besoins du territoire. On propose aussi d'élargir la question de la valeur, de la création de valeur, qu'elle soit économique, mais pas seulement que économique. De faire véritablement des espaces non bâtis l'épicentre des transitions à mener. De formuler aussi une nouvelle équation pour la densité, en revisitant les paramètres du débat, on reviendra sur ce point par la suite, et de travailler sur la qualité des aménagements et du dialogue, notamment avec les citoyens, puisque, rappelons, ça a été rappelé ce matin, la loi climat et résilience et le défi des transitions vont véritablement bouleverser leur mode de vie. En bref, vous verrez dans l'étude une liste d'actions concrètes à engager dès maintenant, et les 5 axes qui doivent alimenter le travail de fond et le travail sur le long terme des transitions à mener dans les territoires. Et donc nous allons maintenant vous les présenter plus en détail. Alors, le premier sujet qu'on a traité dans nos travaux, c'était de se dire, est-ce que demain on fait un SCOT comme on en a fait un hier, si on se dit que les défis sont différents et qu'on doit faire changer de trajectoire le territoire. Et on s'est dit, la première chose qu'on doit interroger, c'est la manière dont on va approcher les besoins. Et donc aujourd'hui, on a une approche assez systématique, et on le voit d'ailleurs dans les débats nationaux. On dit mais la croissance démographique calibre le besoin en logement, et derrière on fait une petite approche sur l'économie et on prévoit du foncier économique. Et puis on gère les enjeux environnementaux. Et on s'est dit, cette approche, peut-être, il faut qu'on la réinterroge complètement. Et la question des besoins, déjà, on doit élargir le prisme de besoins. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on répond à l'ensemble des besoins si on regarde de manière un peu prospective. Et je vais vous illustrer cette question, elle est beaucoup plus détaillée dans l'étude. On s'est dit, demain, on a beaucoup une approche autour des déplacements pendulaires dans nos SCOT. On a beaucoup articulé urbanisation et transport en commun. Mais si on veut faire l'adaptation des territoires au vieillissement de la population, beaucoup plus de monde sera moins mobile que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc est-ce qu'on couvre tous les besoins quand on a une approche telle qu'elle a été celle de la planification ces dernières années? On s'est dit également qu'il fallait qu'on balaye tous les besoins, ceux des touristes qui viennent sur nos territoires, ceux de la population qui travaille sur les territoires mais qui n'y vit pas, sur la diversité en fait des populations sur lesquelles on veut travailler. On s'est dit aussi qu'il fallait peut-être qu'on ait une approche plus sentimentale du territoire, dans une approche plus sensible, et ça va interroger 2 choses. Si on veut construire une nouvelle stratégie territoriale et définir l'avenir des territoires, il faut qu'il soit désirable et désiré par la population. Donc il faut qu'on arrive à projeter quelque chose qui relève plus de l'émotionnel, moins de la statistique et des approches comptables peut-être qu'on a eu parfois dans l'identification des besoins. Et on s'est dit aussi que peut-être il faut qu'on passe plus par des dessins, par des paysages, par la façon de représenter de manière plus sensible là où on veut emmener les habitants à l'avenir. Et puis
On a également l'enjeu donc de travailler sur toutes les typologies de population. On l'a vu avec le vieillissement sur les besoins des personnes âgées. Se reposer aussi la question, si on a moins de mobilité, on a besoin de plus de proximité. Comment est-ce qu'on restructure les politiques autour de ces enjeux de proximité? Et d'ailleurs, ça va aussi avec la trajectoire bas carbone, notamment. Et donc, on a identifié un certain nombre de sujets en lien avec la population. Et puis, on s'est dit, finalement, est-ce que ça suffit? Et on s'est dit, les besoins, on les a beaucoup regardés autour des hommes et du coup des habitants, des territoires. Et on s'est dit, est-ce qu'on a approché suffisamment la question des besoins de la nature? Et donc, on a parlé beaucoup ce matin des enjeux écosystémiques, de la manière de refaire des continuités, de l'équilibre écologique du territoire, des enjeux liés au changement climatique et aux enjeux de biodiversité. Est-ce qu'on est capable d'élargir le champ des besoins de nos stratégies territoriales à ces nouveaux sujets? Et puis, le Covid nous l'a montré de manière assez triste, les besoins de nature de la population. Et ça aussi, ça va imposer une nouvelle approche. Comment est-ce qu'on garantit le besoin de nature des populations dans les zones urbaines et en dehors des zones urbaines, dans une manière de structurer la réponse aux besoins? Évidemment, il va falloir aussi qu'on élargisse la question des besoins des entreprises sur le champ de l'économie. Donc là, on va croiser aussi la question des valeurs. Et on s'est dit, il faut sur la question des besoins et des valeurs sur le champ économique, cette page qui s'ouvre, en fait, elle est sur la fin un peu de l'urbanisme de zone en matière économique. La division par deux du foncier, même si ce n'est pas le premier motif de consommation du foncier, il va nous obliger à réduire ces zones. Et donc, à travailler la question de leur optimisation. Elle va passer par différents champs. Les acteurs nous ont dit, posez-vous la question dans les zones existantes, est-ce que toutes les activités avec la tertiarisation a vocation à rester dans les zones économiques? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à identifier des entreprises qu'on remettrait dans les centralités? Ça permettrait de dégager du foncier et ça permettrait aussi de renforcer la vitalité des centralités. Donc ça, c'est un premier travail qu'on pourrait engager. Le deuxième, il relève des formes urbaines, ça a été évoqué aussi, sur montée en hauteur. On a fait beaucoup d'étalements sur les formes urbaines économiques. Est-ce qu'on est capable d'avoir un urbanisme différent? Est-ce qu'on est capable de travailler la question de la mutualisation entre les entreprises dans les zones économiques, de rassembler certaines fonctions? Certains élus nous ont dit par exemple que peut-être il n'y avait que ce qui relevait du secret de fabrication ou, voilà, qui ne pouvait pas être mutualisé, mais toutes les fonctions support pouvaient être mutualisées. Est-ce qu'on est capable d'engager un dialogue sur les formes urbaines des zones d'activité, sur les services mutualisés? Et puis ça vaut aussi sur d'autres politiques sectorielles. Comment faire évoluer les zones? Par exemple en s'appuyant sur des politiques sectorielles de services, les crèches, etc. Et du coup travailler la question du co-usage, de la mixité dans ces zones. Et puis également de travailler sur une politique sectorielle comme l'énergie par exemple. On a vu ce matin, on va devoir renforcer en responsabilité la contribution au mix énergétique et à l'atteinte des 50% d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut travailler sur les zones économiques sur ce sujet? Regarder toutes les entreprises par exemple qui ont de la chaleur fatale, qui ne l'utilisent pas et leur dire on va créer de la valeur pour vous en construisant des réseaux de chaleur à l'intérieur des zones économiques. Vous allez la mettre à disposition, la vendre et vous allez par exemple accueillir sur vos parcelles déjà construites, mais où il reste du foncier disponible, d'autres entreprises pour densifier les zones existantes. Donc on voit, on a beaucoup de champs sur lesquels on peut travailler en matière économique et réorienter nos stratégies pour essayer d'optimiser et de changer la manière de les travailler. Et on peut bien sûr faire ça sur l'existant comme sur les extensions. Et donc là, je vous ai parlé de la création de valeur dans le champ de l'économie, je ne vous ai pas parlé du commerce, mais avec ce qui se passe dans le climat résilience et des enjeux, de la mutation du commerce, des dark stores, etc., vous avez beaucoup de sujets sur lesquels vous pouvez travailler. On peut aussi se poser la question de l'augmentation de valeur sur d'autres champs que ceux du tourisme, de l'économie ou de l'agriculture, par exemple. On peut élargir le champ de valeur d'un territoire aux enjeux écologiques. Aujourd'hui, est-ce que dans votre marketing territorial, vous parlez de la qualité de la biodiversité de vos territoires, de la qualité des milieux, de la qualité de la fonctionnalité écologique, du cadre de vie que vous offrez aux habitants de vos territoires? Comment vous mettez en valeur toute votre stratégie environnementale? On a beaucoup tendance à montrer ce qu'on fait sur l'habitat, sur l'économie. On a assez peu, généralement, de diagnostics au long cours sur la mise en œuvre des orientations environnementales et sur ce que ça apporte à la population. On a dit le besoin de nature ou les besoins de la nature à mettre dans le champ des valeurs.
Et donc ensuite, on vous propose d'activer les espaces non bâtis, comme je l'ai précisé tout à l'heure, au profit des différentes transitions qui sont à mener. Cette ambition pour les espaces non bâtis, elle doit véritablement devenir un axe central des projets de territoire. Et surtout, on va devoir travailler la convergence des différentes trames du territoire grâce aux espaces non bâtis. Je pense là notamment aux trames vertes et bleues, de mobilité énergétique ou encore alimentaire. Et donc après la question des surfaces et des hauteurs, notamment avec la densité, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure là-dessus. On va devoir intégrer une nouvelle approche, la fonctionnalité des sols dans les stratégies locales, tout en traitant les questions de transition alimentaire territoriale, de capacité nourricière des sols ou encore d'érosion de la biodiversité. Mais préalablement à cette mise en place de cette stratégie pour les espaces non bâtis, nous devons acter que ces espaces, ces pans entiers du territoire, ce ne sont pas seulement des espaces vierges, sans projet, ou de simple préservation de la nature, bien au contraire. De plus, il va aussi falloir avoir une lecture étendue qui fait la jonction entre tous les espaces non bâtis d'un territoire, plutôt que d'en avoir une simple lecture sectorisée et segmentée, et qui finit finalement qui méconnaît leur fonctionnalité et qui finit par appauvrir leur complémentarité. Et donc, pour aller vers cette stratégie des espaces non bâtis, on vous propose de revoir surtout leur mode de gestion, que ce soit les micro-forêts, les parcs, les jardins, les rues ou encore les places, et de questionner cette gestion au regard des services écosystémiques à privilégier. À titre d'exemple, les espaces verts à simple vocation ornementale, esthétique ou d'horticulture doivent être questionnés, tout comme les bonnes pratiques de gestion des espaces privés, des jardins privés, en faisant de la pédagogie auprès des propriétaires privés et des habitants. Et donc pour cela, il pourrait être intéressant de signer des conventions, des chartes ou des conventions de gestion, on peut appeler ça comme on veut, des espaces non bâtis entre d'un côté les collectivités et d'un autre les habitants et les propriétaires privés pour encourager aux bonnes pratiques. Bref, il va falloir s'intéresser à la question de la gestion de ces espaces au-delà de leur simple destination. Et donc pour cela, ce qu'on vous propose également, c'est de former les services actuels, les services espaces verts des communes ou intercommunalités sur ces questions de gestion des espaces non bâtis et d'aller progressivement vers des services de gestion des continuités écologiques, que ce soit en ville ou bien à la campagne. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est de viser et de chercher l'effet maximum en termes de transition, en recherchant systématiquement le multi-usage et la réversibilité, comme ça a été rappelé ce matin, de ces espaces non bâtis. Pourquoi? Parce que ces espaces doivent devenir des espaces multifonctionnels pour décupler les services rendus. Par exemple, notamment, je pense, pour renforcer la résilience des territoires et pour mieux faire face aux risques ou aux aléas. Par exemple, on peut citer les inondations en favorisant les sols éponges, ou encore pour créer des trames arborées ou des canopées ombragées pour lutter contre les effets du réchauffement climatique en ville ou à la campagne. Et donc on peut passer à la slide suivante. Et donc ensuite, passons à la question de la densité. Cette densité qui est souvent convoquée au rang des solutions à généraliser et qui pourtant est très rejetée aussi sur le terrain. C'est une question qui est pour le moins conflictuelle. D'ailleurs, rappelez-vous la phrase de l'ancienne ministre Emmanuelle Wargon sur cette question. Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. Et souvenez-vous de la polémique qui s'en était suivie. Pourtant, néanmoins, habiter une maison, aujourd'hui, c'est encore le rêve de 3 Français sur 4. Et pourtant, pour atteindre le zéro artificialisation net, il va falloir atteindre une densité moyenne de l'ordre de 40 logements à l'hectare.
Et ben, ce chiffre il donne le tournis quand on sait qu'aujourd'hui on atteint péniblement les 15 ou 20 logements à l'hectare dans certains territoires, notamment ruraux. Donc la voie elle semble pour le moins étroite, voire périlleuse. Et donc, mais nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller au-delà de ces deux paradigmes et de revisiter les paramètres du débat, puisque, au vu du zéro artificialisation nette et de notre trajectoire carbone, on va devoir revoir le modèle de renouvellement urbain qui va devenir la priorité de notre double destination carbone et artificialisation des sols. Et donc, cette refonte du modèle, elle doit permettre d'élargir le spectre de la densification en étudiant justement ce que la densité peut apporter en termes de contrepartie aux habitants. Je pense par exemple à un accès à un espace extérieur, à des jardins partagés par exemple, à des commerces ou encore à des services. Mais on vous propose également d'inverser le regard sur la programmation en travaillant notamment sur la qualité des espaces publics et leur végétalisation, mais aussi en s'inspirant des formes urbaines d'hier. Ça a déjà un petit peu été rappelé ce matin, mais pour l'anecdote, moi aussi je suis élu local en Bretagne, d'une petite commune rurale, et nos villages et les centres-bourgs ce qu'on faisait à l'époque était beaucoup plus dense que les opérations pavillonnaires qui sont réalisées aujourd'hui. Et donc ce qu'on propose aussi, c'est donc d'identifier en amont, pour aller vers cela, les facteurs clés qui permettent de réaliser une bonne opération de densification, en s'attardant que ce soit sur les enjeux économiques, d'aménagement, d'esthétisme, ou encore en s'attardant sur les besoins économiques ou encore de démographie. Ensuite, on arrive à un autre point essentiel, la concertation avec les habitants et le débat sur cette densité. Il va falloir engager un dialogue avec les habitants en leur proposant des scénarios, pourquoi pas préopérationnels, en réalisant des ateliers dédiés justement à la programmation des opérations de densification, où on pourrait leur laisser, pourquoi pas, choisir en concertation avec les élus locaux, bien sûr, de la destination des rez-de-chaussée. On propose également de travailler avec les opérateurs privés sur le modèle de renouvellement urbain, et notamment sur la question du financement de ce renouvellement urbain, et aussi d'avoir une approche multi-site pour faire la péréquation entre toutes les opérations de densification et travailler justement cette qualité, cette qualité sur les opérations de densification. Et enfin, je terminerai par ça, sur la temporalité des usages. Certains considèrent qu'il y a déjà assez de mètres carrés construits en France, et à juste titre, puisque beaucoup de bâtiments sont inoccupés une bonne partie de la journée. On vous propose donc de travailler sur cette question de temporalité et d'usage des bâtiments, c'est-à-dire d'optimiser en réalité les mètres carrés construits. Par exemple, prenons une école. La journée, elle est occupée pour les cours, mais le soir, on pourrait très bien la transformer en salle des associations. Ça se fait déjà dans plein de communes. Si on va en ville, on peut se poser aussi la question de savoir est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une chambre inoccupée 95% de l'année pour accueillir des invités de manière ponctuelle, alors qu'on pourrait très bien imaginer un système de partage et de réservation d'une seule chambre à l'échelle de plusieurs logements. Bref, des systèmes comme ça, il en existe déjà, mais notamment, par exemple, on peut citer les résidences étudiantes pour les cuisines. Mais ce qu'on propose du coup, c'est de travailler sur cette question, de l'étendre et de travailler sur une densité qui serait beaucoup plus qualitative. Et donc je laisse la parole à Stella justement pour terminer sur cette question de la qualité du dialogue. Alors là, on vous a dressé quelques pistes, elles sont beaucoup plus détaillées dans l'étude, mais vous avez vu, on a déjà passé un peu de temps à vous redonner ça. Et donc, ce qu'on a évoqué ce matin, c'est l'enjeu de la qualité, en fait, la qualité du projet de territoire, la qualité des projets d'aménagement et des projets tout court pour qu'ils accompagnent l'évolution de la stratégie. Donc, dans les éléments qu'on vous a mis, les exemples qu'on vous a cités, on vous a donné des éléments de qualité pour réfléchir à l'évolution de votre projet. Mais en fait, cette qualité, elle ne sera possible que si on répond à différents sujets. La première, déjà, c'est interroger notre propre mode de fonctionnement interne dans les collectivités, puisque
aujourd'hui, on fonctionne beaucoup en silo, parfois en strate entre le mandat communal, intercommunal, interterritorial, et souvent on n'optimise pas notre ingénierie à l'échelle d'un même territoire, on ne mutualise pas cette ingénierie, et puis on ne fait pas dialoguer des choses. On entend là ces derniers temps avec le ZAN parfois même des concurrences entre services sur l'utilisation du foncier pour tel ou tel sujet. Et donc la première chose qu'on a à faire sur la qualité et sur l'organisation du dialogue, c'est restructurer le dialogue interne entre les élus, rassembler la gouvernance aux 3 échelles de collectivité, faire ensemble en sorte que tous les élus qui ont des délégations partagent la stratégie territoriale et la mettent en œuvre dans le cadre de chacune des politiques sectorielles, que les services soient accompagnés pour comprendre le sens de la stratégie et travaillent de concert aux 3 échelles ensemble au service d'un même projet pour un même territoire. Et puis, on l'a dit, on voulait aussi travailler la question de l'amélioration de la qualité et du dialogue et de l'évolution des métiers avec les acteurs du privé. Et là, nous, on a travaillé à l'échelle nationale, à la fédération, avec beaucoup d'acteurs, des aménageurs, des promoteurs, des acteurs du commerce. Et en fait, beaucoup se disent que leurs métiers vont être percutés par les défis des transitions et par le ZAN. Et donc, comment est-ce que, localement, vous pouvez travailler avec les acteurs pour améliorer les pratiques professionnelles, les vôtres et celles des acteurs du territoire, et comment vous pouvez structurer un dialogue, créer des chartes de qualité, exprimer vos attentes et faire un travail préopérationnel en amont des documents d'urbanisme pour gagner en efficacité. Le deuxième sujet, c'est les habitants. Baptiste vous l'a dit et ça a été dit ce matin. Tous ces sujets, ils vous bouleversent vous, dans les défis que vous avez à relever, mais ils vont encore plus bouleverser les habitants des territoires parce qu'ils impliquent des changements de mode de vie très structurants. Et donc, on le sait, quand on fait un SCOT ou un PLU, moins pour un PLU, mais vraiment pour un SCOT, c'est compliqué de travailler avec les habitants et de les faire s'intéresser à cette dimension. Et pourtant, aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment le choix? Si on fait ce moment de révolution, si on le met en œuvre, si demain on divise par 2 le foncier dans les territoires, s'il y a des impacts sur le coût du logement, sur les activités, est-ce que vraiment on peut se passer d'un dialogue beaucoup plus construit avec les habitants? A priori, la réponse est plutôt non. Donc il nous revient aussi en responsabilité de trouver les modalités. Et d'ailleurs, on a travaillé, on a fait une formation récemment à la fédération avec des professionnels de la concertation locale avec les habitants. Et il existe des leviers très concrets. Donc on vous fera une petite diffusion des travaux qu'on a menés dans le cadre de cette formation. Mais en tous les cas, on peut travailler cette concertation. Et pour exemple, vous avez dans l'étude qu'on vous a remise, la métropole de Lyon qui a décidé, avant de commencer sa révision, de commencer par le dialogue avec les habitants. Et ils ont injecté une très grosse somme sur la concertation. Alors tout le monde ne peut pas faire ça à cette échelle, mais c'est la métropole de Lyon. Alors chacun peut le faire à la hauteur de ses moyens. Ils ont engagé une grosse somme pour interroger et sur la base des questionnements des habitants et de leurs attentes, ils vont structurer, donc faire une synthèse, la partager avec les élus et structurer les axes de révision de leurs documents. Et bien sûr, ils vont travailler tout au long. Alors du coup, on vous le redit, agir pour ne pas subir. Vous avez la checklist à gauche que vous retrouvez très détaillée dans l'étude, toutes les petites actions à mettre en œuvre dès maintenant, parce qu'on vous le rappelle, le compteur, notamment sur le foncier, il a commencé le 22 août 2021. Donc tout ce qui se passe, tous les coups partis que vous avez dans vos territoires, toute la stratégie foncière que vous n'avez pas mise en place, en fait, elle commence à gréver la possibilité que vous avez de réorienter votre trajectoire. Et dans vos documents qui seront validés en 2026, si vous attendez trop, vous n'aurez plus de marge de manœuvre de choix en fait. Donc on vous encourage vivement à regarder cette petite checklist et à vous demander où vous en êtes par rapport à la checklist. Et la deuxième chose, c'est pour préparer le grand changement de trajectoire lié aux défis dont on a parlé ce matin, c'est vous avez les 5 cartes qu'on vous a mises avec les pistes qu'on a évoquées. On vous en a évoqué 2 par sujet, vous en avez beaucoup plus dans l'étude. Donc prenez le temps de la lire et, voilà, et trouvez les solutions pour vos territoires. Merci beaucoup.